le maître du monde décline, c'est l'Amérique. Il ne fait plus peur à personne. Il ne fait plus peur à Poutine. Je n'ai pas besoin notre ami nord-coréen tire des missiles tous les 15 jours. On voit Erdogan qui montre les dents face à la Grèce. Parce que le maître du monde qui faisait peur dans les 30 dernières années, l'hyperpuissance américaine, après la chute du mur, on voit qu'il décline. Le retrait calamiteux d'Afghanistan, Biden lui-même et ses errances, la division du pays, l'élection de Trump, tout ça fait un pays qui est entravé. Donc à partir de ce moment-là, si vous n'avez plus le leader du monde, vous n'avez plus de mondialisation. Parce qu'il faut un leader mondial pour définir les règles mondiales, pour faire la police au niveau mondial, pour définir la monnaie mondiale, c'est le dollar. Donc vous dites que la mondialisation, c'est fini. La mondialisation telle que nous l'avons connue depuis la chute du mur, c'est-à-dire depuis 30 ans, c'est fini. Ce qui se passe derrière, probablement, c'est mon pari, je dirais ma spéculation au sens le plus noble du terme, c'est que le monde va se réorganiser en zone d'influence, une zone chinoise. Alors, attendez, on y vient. Une zone d'influence chinoise, zone d'influence américaine, zone d'influence probablement liée au retour de l'Empire ottoman autour d'Erdogan. Évidemment, zone européenne qui est liée à la zone américaine parce que c'est le monde occidental dans une définition large. C'est au sein de ces zones que la relocalisation et les délocalisations vont se faire. Quand tu dis friendshoring, chez les amis, c'est avec les pays avec lesquels vous partagez les mêmes valeurs et vis-à-vis desquels vous n'avez pas la crainte de voir les flux d'approvisionnement coupés, comme on l'a eu pour les vaccins, comme on l'a eu pour les masques, et comme on peut l'avoir demain. Oui, mais ça limite quand même pas mal le commerce, puisque par exemple, vous dites qu'on ne va plus converser avec la Chine, par exemple ? Je pense que si vous voulez... il est Parce désormais... que la Chine a besoin de nous, on a besoin de la Chine. Oui, mais on entre dans un monde où la logique géopolitique prévaudra sur l'économie. C'est déjà le cas. Les entreprises qui étaient en Russie, elles ont dû partir, laisser des milliards d'investissements pour des raisons politiques. Demain, ça sera la même chose avec la Chine. Quand la Chine aura envahi Taïwan, on se retrouvera exactement devant la même nécessité qui est de sanctionner la Chine parce que Taïwan est l'Ukraine de la Chine. Et donc, il faudra bien sortir de Chine. Déjà, les Américains se préparent. Ils organisent la construction d'usines de semi-conducteurs parce que les semi-conducteurs sont à Taïwan et qu'on sait qu'on va les perdre. Je ne rencontre pas un patron qui ne me dise « je limite mon exposition au marché chinois ». Il y a 3 ans, on l'aurait pris pour un fou. Aujourd'hui, c'est très raisonnable. Y compris les patrons du luxe ? Mais forcément. Il rééquilibre. Regardez LVMH, grande multinationale du luxe. La dernière acquisition qu'elle a faite, c'est quoi ? Tiffany. C'est une boîte de joaillerie. C'est américain. Évidemment, c'est une façon de rééquilibrer la géographie économique. Elles vont énormément en Chine. Énormément. Et ça restera encore comme ça probablement un moment, ou au moins en Asie. Mais les entreprises qui font du commerce en Chine de façon prévalente sont désormais en risque. Volkswagen fait la moitié de ses profits en Chine. C'est considérable. Je pense que ça ne durera pas parce que si ça dure, ces entreprises vont être confrontées par un choc géopolitique exactement analogue à celui que nous connaissons en Ukraine. C'est ça qui fait que... Alors, on peut se dire la mondialisation est finie, c'est dommage. Pas forcément. Si justement on réorganise des zones plus restreintes au sein desquelles on s'organise pour produire, évidemment ça coûtera plus cher, ça va nourrir l'inflation, d'accord, mais ça garantit la sécurité d'approvisionnement, et ça garantit aussi nos emplois, c'est pas rien. Je veux dire que finalement on avait fait un pacte avec les Chinois, on leur disait, vous prenez les emplois, on vous donne un peu de technologie, et nous on veut des prix bas. Mais c'est un pacte qui, au bout du compte, a été mortifère. Si on retourne le truc et qu'on se dit on garde les emplois, on garde la technologie, parce que c'est une question stratégique pour l'avenir du pays. Les prix seront plus élevés, mais on a plus de chances de travailler, tant mieux. C'est une prévision ou c'est un rêve ? Non, c'est ni l'un ni l'autre. Une prévision, c'est assorti d'un calendrier précis. Je ne peux pas me situer dans ce... Mais on voit cette organisation... C'est une tendance, alors. C'est ça. Mais c'est un mouvement extrêmement puissant. Et il est tout aussi puissant que le mouvement libéral qui avait commencé il y a une 50aine d'années et qui a été porté par la jeunesse des années 60, 70, qui d'abord a exprimé son désir de liberté dans la société. C'était les révoltes contre le monde d'avant, etc. Et qui finalement l'a transmis à l'économie 10 ans plus tard, avec l'arrivée de Thatcher en 79, de Reagan en 80. Ce monde-là, il est fini. Et je veux dire, on aurait pu penser à l'époque, je pense que si nous nous étions rencontrés il y a 50 ans, probablement, nous aurions pensé, mais libéraliser le monde, c'est une utopie. Et finalement, cette génération y est arrivée pas à pas, jusqu'à faire tomber les régimes dictatoriaux. Le mur de Berlin est tombé
sans un mort, sans un coup de fusil tiré, rien que par la puissance du désir de liberté. Mais cette liberté, finalement, notamment au plan économique, elle provoque des fractures. Elle augmente les inégalités entre les qualifiés et ceux qui ne le sont pas. C'est un gros problème. Elle provoque quand même une montée de l'endettement. Il y a un risque de crise financière aujourd'hui. On en a connu une très importante en 2008, mais il est tout à fait possible que ça réapparaisse. Et puis, elle cause quand même des déprédations écologiques. Donc, mécaniquement, la liberté, au départ, elle est très séduisante. Quand elle s'affirme, elle est éblouissante. Et à la fin, quand elle est décadente, elle est récusée, refusée par les peuples. Et ce qu'on voit, les manifestations les plus claires de ce refus qu'on voit, c'est l'essor du populisme. Le populisme comprend ça. Il comprend avant les autres le besoin de protection. Et la politique est un marché. Il s'adresse à ce marché sans les préventions que les élites humanistes traditionnels, les partis classiques ont, et c'est ça qui fait qu'ils arrivent au pouvoir. En Italie, il y a 15 jours, en Suède, il y a 3 semaines, mais je pense que ça n'a qu'un temps. Ça n'est pas fini, mais ça finira, Yann Barthès, je pense. En tout cas, c'est une tendance optimiste et en ce moment, on prend.